All that's left of a strategic bridge near the northern Serb town of Novi Sad, evidence, it seems, that NATO is broadening its list of targets. And NATO now has a potent addition to its firepower. B-1 bombers fly into a British base. NATO's attacks have entered their second week. They could go on for weeks more. And the setback of the captured soldiers isn't going to slow the tempo of air operations. Nick Childs, BBC News. On the line from NATO's military headquarters at Mons in Belgium is the Alliance spokesman Air Commodore David Wilby. Let me ask you first of all, just how big a setback is the capture of these 3 American servicemen for NATO's resolve to continue with its campaign? Good evening. I don't believe it's a setback at all. There may be other moves now being explored towards a peaceful settlement? All of this is a farce. Rugova, when he came from Paris, he said, we have signed the Rambouillet Accord and we expect NATO now to act. And last Saturday, it was his last interview he had with Der Spiegel, a German newspaper, where he said that if Milosevic doesn't bend, NATO should totally destroy the capability of Serbia to commit these atrocities. What's happening there is a farce. Rugova is either under immense pressure or under drugs or something like that. Otherwise, we know what Milosevic is capable of, and Rugova is just another hostage, as lots of hostages are all over Kosovo. We don't believe in that. We do consider Rugova as our leader, but while he's under Serbian arrest, his words will mean nothing to us. If Milosevic wants Rugova to give a message to Albanians, he has to let him go. Rugova has to get out of his hand, see a doctor, and then give a message to his own people. Did you yourself detect signs of Mr. Rugova being under duress in the television pictures we have seen of his meeting with the president? Well, to be honest, I don't believe. I believe those pictures might be faked. We're looking at them now, yes. Yes, I believe that those pictures might be fake, or there are pictures of his previous meeting which he had while the talks were going on a few months ago. But even if they are not faked, I believe that he's under immense pressure. We cannot forget that they have his family, they have his children, and we all know what Serbs are capable of doing. And also we believe that even if he is making those statements, he might be under drugs. But we do know Rugova, and we do know that Rugova wanted these airstrikes, and we do know that Rugova wanted NATO to act. And you want the airstrikes now to go on, even though so far they've done nothing to alleviate the misery of the Kosovo-Albanian refugees on the ground? They have done a lot in destroying the Serbian machinery. This is the machinery that is driving those Albanians out. And we appeal on NATO to rapidly increase, and we appeal on countries contributing to NATO if they are not committed to commit ground troops, at least to commit more airplanes. So this second phase could carry out much speedily, and they could destroy that machinery, because that's the only long-time solution. What NATO is doing there, it's a right, and they should continue with that. Madam Getsai, thanks very much for coming. Thank you. Well, many thanks. We're just getting reports that the 3 US servicemen captured by the Serbs are to be tried in a military court on Friday in Kosovo. That's being reported on 2 news agencies, by Reuters and by the French. Border in Kosovo is growing at the rate of hundreds per hour. 5,500 refugees have entered Bosnia from Kosovo in the past week, making a total of 15,500. In Montenegro, the Red Cross reports 60,000 people are in need of urgent assistance. That's 5,000 more than this morning. In Albania, the UN says nearly 119,000 refugees have entered the country from Kosovo, an increase of 35,000 in the past 24 hours. And in the former Yugoslav Republic of Macedonia, nearly 50,000 have crossed the border, 30,000 in the past week. Our correspondent Rob Parsons is in Skopje on the Macedonian border and sent this report on how aid workers are struggling to cope. Here at Macedonia's border with Kosovo, we're witnessing a tragedy unfold before our eyes. A people is being systematically uprooted. Yet the thousands who are now pouring through here are in a way the lucky ones. They have at least escaped the Serbian terror. They came all through the night and into the morning, an unending stream of dejected humanity. Some have walked for days, an epic flight to safety that has brought them to this railway line across the border.
Others came by train from the capital, Pristina. It was very cold, and all around us there were a lot of policemen. They were shooting all around us. We were very, very scared. And then in 2 o'clock we were in the train. So many people, it was difficult to survive, very difficult. I thought I saw the death with my eyes. Home for now is an open field, just a stone's throw from the border. Cold and exhaustion are beginning to reap their toll. There is little aid and scarcely any food to distribute among the growing thousands. A humanitarian catastrophe is in the making. Children are weak and starving. Many of the elderly no longer have the strength to go on. It may not be long before disease begins to spread. Efforts are being made to move the refugees on. Many of them have friends and relatives to go to in the local Albanian community, and some are being housed in schools and mosques. But the numbers continue to grow. Not a stream now, but a flood. Ethnic cleansing on this scale has not been witnessed in Europe since the Second World War. These refugees may never see their homes again. The Kosovo Albanians are being driven into history. Robert Parsons, BBC News, at the Macedonia-Kosovo border. Earlier, I reached our correspondent Paul Wood in Skopje, the capital of the former Yugoslav Republic of Macedonia, and asked him if there was any let-up in the flow of displaced Kosovo Albanians. The flow of refugees into Macedonia is not slowing. In fact, it's picking up dramatically. Children being loaded onto buses, coming down into Macedonia. It's an absolutely tremendous sight. Thousands of people desperate to escape Kosovo, finally finding sanctuary here in Macedonia. But beyond the loaves of bread and the milk that is being handed out to them, what is happening once they've crossed the border into Macedonia? Is the Macedonian government making provision for them, or is their fate being left in the hands of the aid workers? Well, up until now, they could go to relatives' homes and stay in private houses. I think there'll be more of that, but we're reaching the point at which the sheer size of the inflow is just too much for it to be catered for in this fashion. The UNHCR tells me that the Macedonian government has agreed to put up temporary accommodation. That is, there will be a tented city somewhere. International aid is starting to arrive. There was an aid flight from the American charity Americares this afternoon. There have been pledges from the European Union and the United States. It's not going to be enough, though. Probably immediately it's not enough. Certainly in the long term, because there's no prospect now of these refugees going back until somewhere in the distant future there is a peace settlement for Kosovo. And aid workers really are in despair. They're overwhelmed by the problem. And what are these refugees telling you about the situation they've left behind in Kosovo? Well, clearly these are people who've been traumatized. D'êtres humains, comme des animaux. On était entassés à 100 ou à 150 par wagon. On ne savait pas où on allait. On pensait qu'on allait nous exécuter. Personne ne nous a rien dit. Sans papier, sans nourriture, sans vêtements, sans toit, ils attendent dans un champ d'être enregistrés par la police macédonienne avant d'être transférés en bus vers des camps d'accueil. Tous racontent les mêmes histoires de violence, d'humiliation, d'expulsion. Cet homme affirme qu'il y a eu des massacres. Tous ces gens, dit-il, ont vu leurs maisons brûler. Les Serbes les ont réduites en cendres. Partir était la seule option. Parmi eux se propage la rumeur d'hommes séparés des femmes et des enfants et rassemblés par les Serbes dans des camps de concentration. Invérifiable, il n'y a plus d'observateurs indépendants au Kosovo et les rares images qui nous en arrivent ont été tournées sous surveillance serbe. Ici, le stade de Pristina vide, mais l'était-il avant? Là, des trains et des centaines de réfugiés attendant leur départ. Une seule chose semble se confirmer au rythme de ces déportations. Il ne doit plus rester ce soir beaucoup de Kosovars à Pristina. L'aide humanitaire s'organise, c'est bien sûr en Albanie que la situation est la plus préoccupante, les capacités d'accueil sont dépassées et les organisations humanitaires sont à la recherche de tentes pour loger les réfugiés du Kosovo. Au poste frontière avec le nord de l'Albanie aujourd'hui, des milliers de réfugiés attendaient toujours de pouvoir passer. Côté yougoslave, des kilomètres et des kilomètres de fil. Le plan d'urgence élaboré par Tirana prévoyait la logistique nécessaire à l'accueil de 50 000 personnes. En quelques jours, c'est plus du double que la région la plus pauvre d'Europe a vu déferler. Sans l'aide internationale, impossible de tous les héberger. Elle commence à arriver. Un premier avion MSF est parti ce matin d'Ostende pour Tirana,
À bord du matériel médical, des couvertures et des tentes attendues d'urgence par les ONG. De nombreuses familles albanaises accueillent des réfugiés kosovars, mais évidemment ils ne peuvent pas accueillir tout le monde, puisque la population d'Albanie, je crois, c'est 3 500 000 habitants à peu près, et nous avons déjà environ 100 000 réfugiés. Donc il faut mettre sur pied des centres d'hébergement. Donc MSF a envoyé une grosse équipe pour installer des camps de maximum 10 000 personnes, plusieurs camps de maximum 10 000 personnes. Le premier avion est arrivé, normalement d'autres doivent arriver, mais cela va être retardé car on n'a pas encore l'autorisation de décharger tout ça. On a une équipe qui est à l'aéroport et qui attend, et apparemment nous ne sommes pas les seuls à avoir ce problème. Une coordination de l'aide paraît indispensable. C'est l'objectif de la première conférence internationale sur les réfugiés du Kosovo qui s'est ouverte cet après-midi à Bonn. Responsables des pays voisins de la Yougoslavie, de l'Union européenne et des Nations unies doivent y évaluer aussi l'aide financière à dégager pour aider les pays d'accueil à supporter le poids de l'afflux massif des réfugiés. Ces images de milliers d'Albanais du Kosovo fuyant leur région rappellent de bien mauvais souvenirs aux plus âgés d'entre nous. En 1940, des milliers de Belges avaient fui le pays pour le sud de la France. Claude avait 18 ans à l'époque. Il estime qu'on ne peut pas faire de comparaison. Reportage Philippe Dourte. En voyant ces flots de réfugiés défiler sur son écran de télévision, Claude Jehin ne peut empêcher sa mémoire de faire un bond de près de 60 ans dans le passé. Le 10 mai 40, alors rhétoricien, Claude Jehin a fui les premiers bombardements allemands, direction Toulouse. Comme pour beaucoup, le voyage s'est déroulé à pied, à vélo, en camion et de temps à autre en voiture. Si la panique et la désorganisation régnaient en maître, les situations de 40 et du Kosovo ne sont pas similaires. Pour nous, c'était la menace de l'invasion allemande. On sentait bien depuis plusieurs années que l'Allemagne est une superpuissance, que Hitler avait un projet d'invasion de l'Europe le plus loin possible. Tandis qu'ici, dans le Kosovo, la guerre du Kosovo, on a le sentiment que c'est un véritable génocide, c'est une guerre civile. Donc ça se passe dans des conditions tout à fait différentes. On a, au fond, obligé des hommes à prendre le train et qu'on les a forcés à partir. Ici, en 1940, c'était une évacuation entre guillemets volontaire. C'est-à-dire qu'il y avait une pression morale, il y avait une pression psychologique, mais on n'obligeait personne à partir. Si une évacuation n'est pas l'autre, l'exode du Kosovo est de plus miné par la pauvreté. Le drame des Kosovars, c'est qu'ils partent avec pas grand-chose et ils arrivent et ils sont accueillis dans des conditions extrêmement rudimentaires, extrêmement sommaires, puisqu'on n'est pas outillé pour les accueillir et puis ils ont affaire à d'autres personnes qui sont peut-être aussi pauvres qu'eux. Bref, je crois que les circonstances sont tout à fait différentes. La vie est un éternel recommencement. L'histoire est un perpétuel recommencement, c'est certain. Ce ne sera pas la dernière fois que des personnes doivent évacuer sous la pression de la guerre, sous la pression des événements. De nombreux professeurs tentent de sensibiliser leurs élèves à la crise du Kosovo. Il s'agit surtout de faire comprendre les enjeux du conflit. C'était le cas cet après-midi au collège Pidis de Châtelineau, Alain Dils. En fait, Milosevic est prêt à négocier et que l'OTAN ne veut pas. Donc l'OTAN continue les frappes. 1h30 pour tenter de comprendre la crise du Kosovo. C'était cet après-midi l'objet du cours de citoyenneté, un cours donné chaque semaine par plusieurs professeurs d'histoire et de géographie et qui permet aux élèves du collège Pidis de se familiariser avec des sujets d'actualité. A priori aujourd'hui, la mission n'était pas gagnée d'avance. Avant ce cours-ci, je ne m'intéressais pas du tout à ça parce que c'était fort médiatisé, c'était répéter toujours les mêmes choses et ça ne m'intéressait pas du tout. Mais aujourd'hui, j'ai compris vraiment ce que c'était. J'avais demandé donc à la classe hier, ils n'étaient pas très motivés à part quelques-uns. Et apparemment, je pense que c'est l'aspect compréhension, donc présentation des éléments pour qu'ils puissent comprendre quelque chose à ce conflit compliqué qui a fait leur enthousiasme en fait. Patiemment, les professeurs ont donc présenté les enjeux, mais aussi les différents acteurs du conflit, parvenant progressivement à susciter un véritable débat. D'après un sondage Minute, 15 élèves contre 10 ont ainsi désapprouvé les frappes de l'OTAN. Il faut dire que les professeurs eux-mêmes n'étaient pas du même avis. Donc je suis tout à fait contre Milosevic, mais je suis également contre les frappes de l'OTAN parce que, personnellement, je trouve, je ne suis pas le seul à le penser, qu'il n'avait pas à intervenir parce que c'est aussi un crime contre l'humanité. L'important n'est pas qu'ils prennent position clairement pour un ou pour l'autre camp. L'important est
qu'ils puissent comprendre ce qu'ils vont entendre à la TV. De savoir où se trouve la Yougoslavie, de savoir qu'est-ce que le Kosovo, de savoir qu'est-ce que l'UCK. Et de ce côté-là, sans aucun doute, l'objectif est atteint. Le reste de l'actualité en Belgique avec la démission de Vincent de Crolly de son mandat de député. Occidentale, il y disait avoir accepté la protection de la police serbe et adressé un message de paix à Belgrade et à l'OTAN. I came to say the message Belgrade to be cooperative. Coopérer avait-il lancé aux autorités yougoslaves. Quant aux alliés, il leur demandait d'arrêter les bombardements et de comprendre la partie serbe. L'OTAN ne doit pas tuer des gens, mais aider à trouver une solution diplomatique, avait-il déclaré. Pourtant, cet appel avait laissé les alliés sceptiques. Dans une interview accordée à l'hebdomadaire allemand Der Spiegel lundi, Ibrahim Rugova appelait en effet l'Alliance à brandir la menace d'une destruction totale de la Serbie. Le secrétaire général de l'OTAN, Javier Solana, a donc émis des doutes aujourd'hui sur la crédibilité de ce revirement. Il ne me semble pas qu'Ibrahim Rugova est libre de faire ce qu'il fait. Je préférerais de loin qu'il vienne me dire à moi personnellement ces choses-là. Je me sentirais beaucoup plus tranquille. Prudence donc, d'autant qu'Ibrahim Rugova était un des premiers représentants de la communauté albanophone à réclamer une intervention armée de l'OTAN au Kosovo. Autre événement de l'actualité en Yougoslavie, la capture des 3 soldats américains par les troupes serbes. Une arrestation qui soulève la question du déploiement des troupes alliées en Yougoslavie. Des forces spéciales de l'OTAN effectueraient d'ores et déjà des incursions en territoire yougoslave dans le cadre de missions de renseignement ou de reconnaissance. Selon les premiers éléments de l'enquête, les 3 hommes ont été encerclés par les troupes serbes, leur radio a été coupée, puis ils ont disparu. Les 3 soldats américains sont apparus aujourd'hui à la télévision. On a tous vu les images, on n'aime pas ça. Et on a gardé le souvenir de ce genre de choses. L'enquête se poursuit sur la façon dont les 3 soldats se sont retrouvés en Yougoslavie. Le général américain a demandé à Belgrade de respecter les conventions internationales sur les prisonniers de guerre. À la frontière entre la Yougoslavie et la Macédoine aujourd'hui, la tension est palpable chez les GIs. 3 des leurs sont aux mains des Serbes et les États-Unis se retrouvent impliqués dans un conflit bien au-delà de leurs souhaits, une simple guerre aérienne. Henry Kissinger met en garde contre l'enlisement en cas d'offensive terrestre. Il ne faudrait surtout pas que nous nous transformions en arbitres permanents d'un grave conflit ethnique dont les racines remontent à des siècles en arrière, estime ainsi l'ancien secrétaire d'État qui fait bien évidemment référence au Vietnam. 10 années de guerre du Vietnam et 59 000 GIs tués au cours des combats marquent l'inconscient collectif des Américains. Le drame des vétérans du Vietnam hante l'opinion publique. Rejetés par la société américaine, certains d'entre eux mettront fin à leur jour, des victimes d'une sale guerre que les Américains refusent de revivre. Le syndrome du Vietnam se fait sentir lors de la guerre du Golfe. Les États-Unis déploient des hommes, mais leur intervention était claire et limitée. Notamment, la décision est prise de ne pas attaquer Bagdad. Pour bien des analystes, l'absence d'offensive terrestre américaine fait qu'aujourd'hui Saddam Hussein est toujours au pouvoir en Irak. Tout autre est l'engagement américain en Somalie et son résultat de 93 à 95. Venu pour mettre fin à la guerre civile et stopper la famine, des milliers de soldats se retrouvent piégés des conflits ethniques. 92 sont tués, un véritable traumatisme pour l'opinion publique américaine. La Somalie est une leçon pour ceux qui sont favorables au déploiement de troupes au Kosovo. Ce fut une expérience désastreuse. Nous sommes venus avec les meilleures intentions et au final, nous avons perdu beaucoup d'hommes, estime cet expert américain. La capture de 3 GIs peut certes faire peur à l'opinion publique américaine, elle peut tout aussi avoir l'effet inverse et amener les Américains à soutenir une offensive terrestre au Kosovo. Illustration de la nouvelle tactique des forces de l'OTAN, étendre la panoplie des cibles et des territoires visés. En détruisant ce pont à Novi Sad, dans le nord de la Serbie, les Alliés ont coupé une importante voie de communication. Ce matin, une intense activité était constatée sur la base italienne d'Aviano, avec des décollages incessants. Chasseurs bombardiers, mais aussi les fameux A-10, les avions tueurs de chars.
Ces derniers sont utilisés contre les concentrations de troupes, avec les risques que cela comporte pour les pilotes, voler de jour et à basse altitude, donc à portée des missiles et de la DCA ennemie. Impossible de connaître l'efficacité réelle de ces frappes, alors que le pouvoir yougoslave cherche lui à colmater les brèches éventuelles dans son commandement. Le président yougoslave s'est ainsi défait du commandant en chef de l'armée qui couvre le Monténégro pour le remplacer par un homme de confiance. Une cour martiale a également été instaurée. À en croire ces images, le Kosovo ne sera bientôt plus qu'une province fantôme. C'est par milliers que ses habitants ont embarqué dans des trains affrétés tout spécialement par les autorités serbes, ici en banlieue de Pristina. Destination, l'Albanie, la Macédoine ou le Monténégro, soit nulle part pour la majorité d'entre eux. Eux, des albanophones pour la plupart, mais aussi des Serbes, des Turcs et des Tziganes, chassés par les bombardements et la répression. Le ticket pour l'exode coûte très cher à tous, d'autant que